Les syndicats, on ne les avait pas vus revenir et ils créent aujourd'hui la surprise dans le jeu politique. En France, bien sûr, où ils sortent grands vainqueurs de la colère contre la réforme des retraites, mais en Suisse aussi, où ils sont pour beaucoup dans la relative bonne forme du Parti socialiste à quelques mois des élections fédérales. Des syndicats qui ont produit leurs champions, un Laurent Berger en France, un Pierre-Yves Maillard, notamment chez nous en Suisse. Pierre-Yves Maillard que nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir. Des syndicats de plus en plus politisés et qui séduisent de plus en plus large dans les classes populaires, mais pas que, avec un mantra, la fin du mois, le fameux pouvoir d'achat. Alors, feu de paille ou lame de fond, est-ce de ce courant syndical que viendra le salut de la gauche et avec quels effets ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités. Pierre-Yves Maillard, merci infiniment. Vous avez bravé les bouchons pour nous rejoindre de Berne. Pas encore. Comme vous enregistrez assez tôt, ça va. Merci de l'invitation. Oui, mais malgré tout, avec cette autoroute, et Philippe Val, les grèves pour venir de Paris, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui est le plus compliqué sur ce chemin, mais enfin, vous êtes là. Tous les deux, merci infiniment. Bonsoir. Pierre-Yves Maillard, vous êtes un baron du Parti socialiste, ancien vice-président du PS suisse, ancien président et conseiller d'État dans votre canton, le canton de Vaud. Vous êtes aujourd'hui conseiller national en campagne pour un poste de sénateur au Conseil des États et président de l'Union syndicale suisse, la fêtière des syndicats dans notre pays depuis 2019. Une fêtière dont on entend beaucoup parler depuis qu'elle est sous votre présidence. Et je nomme aussi le livre que vous venez de sortir. D'ailleurs, Petites histoires de la classe ouvrière, un vélo pour Noël, que je n'ai pas eu le temps de lire, malheureusement, puisque vous venez de me l'offrir, mais qui, justement, conceptualise, reparle de classe ouvrière. On est à fond dans notre sujet aujourd'hui. Et face à vous, un homme d'une autre gauche, enfin, pas une gauche qui est assez semblable, social-démocratie à la française, Philippe Val. Oui, pro-européenne. Pro-européenne, un peu moins syndicale que la vôtre. C'est tout le sel, justement, de ce débat ce soir. Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, et chaque semaine sur notre plateau. Merci beaucoup. Et pour commencer cette émission, on va tout de suite commencer par écouter un constat largement en votre faveur qui va vous faire plaisir, celui tiré par la journaliste Arlette Chabot. C'était il y a quelques semaines dans notre émission à propos de la faiblesse des partis politiques. On l'écoute. Je crois que les partis ne donnent plus satisfaction. Franchement, on s'aperçoit après un grand conflit social en France, qui n'est d'ailleurs pas complètement terminé, à quel point finalement on trouve 30 000, 20 000, 40 000 adhérents dans les partis politiques, alors que les syndicats si décriés en ont aujourd'hui souvent 10 fois plus avec des adhésions. Donc on quitte les formations politiques et on revient du côté des syndicats. Ça veut dire que les corps intermédiaires ne sont pas morts, mais les partis, eux, vont très mal. Alors, comment on explique ce retour en grâce, peut-être déjà pour la France, Pierre-Yves Maillard, Philippe Val, ce retour en grâce des syndicats? J'imagine que ce n'est pas uniquement dû à la réforme des retraites. Bon, je parle pour la France, on l'a vu, c'était une force sociale impressionnante qui s'est exprimée et qui manifestement aussi a trouvé le chemin de l'adhésion, du retour à l'adhésion à un syndicat. Donc c'est quelque chose qui nous a effectivement impressionnés depuis la Suisse. En Suisse, on n'est pas encore dans un mouvement de retour vers les adhésions. On a encore des difficultés à maintenir nos effectifs. On est traditionnellement un peu plus nombreux à être membre d'un syndicat proportionnellement à la population en Suisse. J'allais vous poser la question, justement. Donc, pas plus d'adhésion ces dernières années? Non, on est autour des 14-15% du monde du travail qui est affilié à un syndicat en Suisse. En France, je crois que c'est 5-6%. Donc, on est normalement un pays qui a une tradition syndicale un peu plus forte, mais l'évolution, elle n'est pas très bonne. On peut porter un regard contrasté sur la situation suisse. Les effectifs de membres classiques, disons, à l'ancienne, qui payent chaque mois leurs 30, 35, 40 francs, parfois davantage de cotisations, qui sont membres d'une convention collective, ceux-là ont tendance à s'éroder petit à petit, même si on espère que cette année, ça aille un peu mieux.
Mais par contre, on a un taux de couverture des conventions collectives sur le monde du travail qui est le plus élevé de l'histoire. On négocie les salaires et les conditions de travail pour la moitié des salariés du pays. Et par ailleurs, on commence à avoir des signaux de soutien, par exemple avec les réseaux sociaux et les adresses Internet, de manière tout à fait spectaculaire. On a, par exemple, pour la défense des retraites en Suisse, 400 000 adresses mail qui nous permettent maintenant de récolter assez rapidement des signatures pour un référendum ou même aussi d'avoir des soutiens financiers importants. Donc vous mobilisez, mais pas à travers les adhésions. C'est ça, il faut retrouver le chemin de l'adhésion standard, ce qui est pas très simple parce qu'on a conquis un taux de couverture plus grand par la force obligatoire des conventions collectives, ce qui fait que les gens ont un peu perdu le lien entre adhérer à un syndicat et avoir une convention collective. Pour certains, ça vient tout seul parce qu'il y a une force obligatoire qui est déclarée. Ça, c'est l'un des défis devant lequel on est pour les prochaines années. Et Philippe Wahl, sur Alors, la crédibilité en France, de ces syndicats en France? En France, effectivement, il y a un regain des syndicats, mais il faut dire qu'on part de très très loin. On part de loin parce que les syndicats sont extrêmement minoritaires, les gens syndiqués sont extrêmement minoritaires dans les entreprises, et à cela, il y a sans doute des raisons. Parce que les syndicats, bizarrement, ont été très politisés. Si la CFDT aujourd'hui est passée devant et s'en sort mieux, c'est qu'à partir de Nicole Notat, notamment, ils ont commencé à cultiver un art de la négociation qui était très, très rare en France. Les syndicats étaient très raides, et plutôt des partis d'opposition politique. Et cela leur a beaucoup nui, et ça a nui aussi à l'économie du pays, dans des domaines très importants. Et c'est pour ça que les syndicats avaient finalement secrètement mauvaise réputation, même si une fois qu'ils ont des ennuis dans une entreprise, les gens ont tendance à se rapprocher des syndicats, mais c'est conjoncturel. Quand ils vont se faire virer, ils vont voir la CGT. Mais ils ne sont pas syndicalistes inscrits. Mauvaise réputation secrètement, parce qu'on sait très bien qu'on doit, notamment à la CGT qui était très forte, qui était la première, la disparition de métiers et la mise en danger de pans entiers de l'économie par la dureté et l'absence de négociation, sauf dans certaines entreprises, sauf dans l'aéronautique et l'armement, mais notamment, par exemple, je prends l'exemple des dockers, qui est un métier qui a disparu, pratiquement pas disparu, mais on a sous-traité autrement la question du débarquement des importations, l'industrie en général, et un autre domaine qui est très important, c'est la presse, qui est devenue une des raisons pour laquelle la presse va si mal en France. L'autre raison, c'est évidemment l'arrivée de l'Internet, etc., des réseaux sociaux, c'est que le syndicat du livre CGT a rendu la presse, la fabrication, la production de l'information trop onéreuse. Le syndicat du livre était un syndicat très dur, CGT, très, très, très exigeant, avec des grèves à répétition, où tous les journaux ne paraissaient pas, sauf l'Humanité. Et tout ça, ça a donné une réputation on pourrait dire de stalinisme au syndicalisme français, qui lui a été très préjudiciable. Oui, mais alors, ce qui vous rejoint dans les deux cas, c'est que c'est des syndicats qui aujourd'hui arrivent à mobiliser, qu'ils aient ou pas beaucoup d'adhérents, ils arrivent à mobiliser et ils ont une crédibilité très très forte. On a vu effectivement les sondages après les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites. Effectivement, plus de 50% des Français crédibilisent les syndicats dans leur discours et dans leurs propositions. Absolument. Alors, pardon, je ne suis pas, évidemment, je n'ai pas la prétention de contester les analyses que fait Philippe Wahl sur la France, parce que je connais évidemment de plus loin la réalité. Vous pouvez être d'accord, il y a un syndicalisme, il y a un autre un peu moins. Je veux quand même relativiser un tout petit peu la question, par exemple, quand vous dites qu'il y a eu des emplois perdus dans la presse, par exemple dans l'imprimerie, je peux vous dire qu'avec des syndicats peut-être moins durs, ce phénomène, il a aussi eu lieu, par exemple, chez nous. Donc c'est quand même des phénomènes, et la désindustrialisation, c'est un phénomène qui a lieu dans un certain nombre de pays. Et l'expérience que j'ai faite, en tout cas moi, comme ancien syndicaliste dans le syndicat FTMH, de la métallurgie, de l'horlogerie, de l'industrie, eh bien, si on a encore un peu d'industrie dans notre pays, c'est aussi, je ne dis pas seulement, mais aussi parce que justement, dans un certain nombre de cas, on a dû se mobiliser. Il y a une entreprise dans ma région qu'on a sauvée par la mobilisation syndicale et par des débrayages, parce qu'il faut aussi se souvenir qu'une bonne partie de ces restructurations, ça correspond à l'arrivée d'un capital financier, c'est-à-dire d'une logique purement financière,
il y a une grande entreprise chez nous qui était leader mondial dans la fabrication des voies de chemin de fer, des rails de chemin de fer, c'est Matisa. Son fondateur a rédigé ses mémoires et il raconte très bien, à peu près au tournant des années 80-90, comment, quand il a cédé son entreprise à des Américains, ils sont venus avec une logique purement financière et lui, il est resté, il disait, c'était étonnant, pour la première fois, après 40 ans de vie industrielle, quelqu'un me disait, mais à quel coût vous produisez ? Et lui disait, mais je ne m'étais jamais posé cette question. C'est un industriel qui a eu un succès extraordinaire, qui a fait une entreprise leader mondiale. Il ne s'était jamais posé la question des coûts de production. Pourquoi ? Parce qu'il investissait suffisamment dans la recherche et le développement pour avoir toujours une idée d'avance sur la concurrence, ce qui fait qu'il produisait des choses que les autres ne faisaient pas, et donc il fixait lui-même les prix. Et lui disait, ma marge, en minimum, c'était 40%. Donc, produire 1, 2, 3% moins cher, ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était être le premier. Et quand les Américains sont venus avec une logique purement financière, ils ont voulu rogner sur les coûts de production. Et sur quoi est-ce qu'ils ont économisé ? Eh bien, justement sur la recherche et le développement, parce qu'ils se sont dit, ils ne trouvaient pas comment fabriquer moins cher. Puis ils se sont dit, après tout, on peut limer. Et en limant là-dessus, c'est comme ça qu'ils ont affaibli l'entreprise. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus fort dans la logique de désindustrialisation que les résistances syndicales. Cette financiarisation, cette volonté du rendement immédiat a fait beaucoup plus de tort à l'industrie en Europe et en Suisse que des résistances syndicales. Mais ce qui est fou, c'est que le discours, effectivement, que vous utilisez, la désindustrialisation, là, vous parlez de classe ouvrière. Aujourd'hui, on va le voir aussi, c'est le Parti socialiste vaudois qui chante l'Internationale. On regarde l'extrait qui a été... La lutte finale, pour nous et demain, l'Internationale sera le genre humain. Alors, c'était l'Internationale, changé en conclusion du congrès. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus été chantée, c'est une nouvelle équipe. Alors justement, c'est pour ça, je cite quand même les crédits, ça a été extrait d'un documentaire qui a été tourné par notre éminent collègue François Roulet pour Mise au Point pour la RTS. C'était le congrès qui devait décider justement de la liste pour les fédérales. Mais ce qui est intéressant, justement, alors aujourd'hui, l'Internationale, ça porte, parler de classe ouvrière, ça porte cette tendance électorale. On a une nouvelle équipe à la tête du parti, des jeunes, fantastiques, qui sont très, très motivés, qui redonnent un nouveau souffle à notre parti. C'est toujours nécessaire, même si on a encore besoin de quelques personnes expérimentées. Mais là, il y a une nouvelle équipe qui a lancé ce chant, et les gens le connaissaient. Dans d'autres cantons, c'est beaucoup plus régulier. Par exemple, chez les socialistes valaisans, qui sont pourtant dans un environnement très conservateur, on chantait l'Internationale à chaque fin de congrès. Ici, c'était un peu nouveau, mais les valaisans, ils sont encore de la vieille époque. C'est vrai qu'en Suisse, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a des partis socialistes qui ont aussi souffert, surtout en Suisse alémanique, mais on a des partis socialistes qui sont restés relativement clairement classiques, disons, dans une posture de gauche, qui ne se sont pas laissés entraîner dans les velléités Blair-Schröder, pour ceux qui s'en souviennent, de ce nouveau centre, de ce social-libéralisme, comme si on pouvait un peu marier les contraires. On est resté sur une posture assez classique de défense du service public, des salaires, du monde du travail. Et c'est vrai qu'on résiste un peu mieux peut-être qu'ailleurs, tout en participant quand même à des gouvernements avec des partis de droite, puisque le système suisse veut que, au fond, les coalitions sont obligatoires, puisque c'est le peuple qui nous met ensemble au pouvoir, en tout cas dans les cantons. Et on montre qu'on est quand même capable d'une position claire, on est capable de passer des compromis dans l'intérêt général. Je crois, en tout cas, c'est ce qu'on a pu faire dans quelques cantons avec succès. J'aimerais vous voir réagir. Justement, l'Internationale, est-ce que ça réveille quand même un peu en vous la petite veine de Karl Liebknecht? Moi, je pense qu'il doit y avoir une solidarité. Il doit y avoir une solidarité entre les peuples démocratiques des différentes nations, des solidarités. Est-ce que vous tombez de votre chaise quand vous entendez aujourd'hui, en 2023, ça ne me fait pas vibrer l'Internationale, pas vraiment. Ça ne m'a jamais tellement fait vibrer. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont insupportables dans le texte. Du passé faisons table rase, c'est Orwell, 1984. Donc ça, il y a des erreurs idéologiques qui sont des figures poétiques peut-être, mais qui se traduisent après dans la politique par des drames épouvantables, voire l'URSS, donc de Staline. Mais je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dite et qui me semble très importante. Quand vous avez parlé de ce chef d'entreprise qui s'est jamais
préoccupé des coûts de production parce qu'il était axé sur l'innovation et que cette innovation lui faisait gagner et rendait cette entreprise pérenne face aux Américains, j'approuve et j'adhère à fond. Mais je pense qu'il est absolument aujourd'hui difficile. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui est contre l'action syndicale. Au contraire, je pense que c'est décisif. Il n'y aura pas de défense des salaires, il n'y aura pas d'amélioration du niveau de vie des gens qui travaillent s'il n'y a pas des syndicats, j'en suis persuadé. Mais il y a un enthousiasme des chefs d'entreprise, un engagement personnel, un engagement éthique, justement. L'innovation, c'est un engagement éthique, qui est difficile parfois quand on est à l'épreuve. Moi, j'étais dans la presse. J'étais patron de presse, en quelque sorte. C'est un grand mot pour une... Voilà, mais quand même, et les emmerdements qu'on a eus avec le syndicat du livre parfois, ça donne pas envie, ça donne plutôt envie de dételer parfois, de dire bon bah écoutez, démerdez-vous, je vais faire autre chose, je vais aller ailleurs. Il y a un découragement, alors maintenant, qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile, à moins d'être un milliardaire, qu'investi dans la presse pour avoir des leviers d'opinion, ce qui est de plus en plus difficile de transformer les entreprises de presse d'ailleurs en leviers d'opinion, mais à moins d'être un milliardaire, quelqu'un qui est un entrepreneur de presse comme Camus et moi, on l'a été avec juste nos petites économies, c'est très difficile de l'imaginer, étant donné que les contraintes sont décourageantes, et notamment les conventions collectives et le dialogue avec les syndicats, qui est extrêmement raide, notamment, une fois de plus, le syndicat du livre, qui est responsable de la fragilisation de l'économie de la presse. Alors, on parle effectivement de la puissance des syndicats, de la montée en puissance ou de la recrédibilité des syndicats aujourd'hui. Ça ne doit pas faire oublier le fait que les principales forces aujourd'hui sont de droite et principalement d'une droite dure, le Rassemblement national en France, qui, elle, profite politiquement, majoritairement quand même aussi de la réforme des retraites, et en Suisse, l'UDC qui est le big boss, 10 points devant vous, devant le Parti socialiste. En quoi est-ce que justement le fait que la droite dure aujourd'hui soit vraiment le patron, ça dicte aussi votre agenda? Bon, c'est difficile de comparer les pays. En Suisse, le combat, la progression de l'UDC en Suisse, elle est liée à la lutte contre l'intégration européenne, essentiellement. Il y a eu aussi les combats contre l'asile, avec souvent un flirt avec la xénophobie, mais le combat contre toute velléité d'adhésion, de rapprochement avec l'Union a organisé un transfert quand même essentiellement du camp bourgeois, disons, classique, de la droite classique. C'est quand même d'abord notre bon vieux parti radical qui a beaucoup souffert de la montée de l'UDC. Donc il y a eu plutôt un transfert de ce côté-là. Il y a aussi eu un transfert, surtout en Suisse alémanique, d'une partie de l'électorat PS, peut-être ouvrier. Ouvrier, oui. Mais ça, c'est moins fait quand même en Suisse romande. Quand même, on dit, les études disent c'est un tiers qui est parti dans l'abstention, un tiers qui est toujours au Parti socialiste, mais et un tiers par exemple, dans le qui est canton, justement à l'UDC. Dans le canton de Vaud, on est à 22-23%. On n'était pas beaucoup plus haut il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. On était peut-être 2-3 points au-dessus, mais il n'y avait quasiment pas de verts, ou des verts qui étaient quasiment à la moitié de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc chez nous, les transferts, ils sont plutôt à l'intérieur de la gauche. Je rappelle que moi, je dis souvent, dans mon canton, quand j'ai commencé la politique, il n'y avait aucune majorité de gauche dans aucune ville, aucune commune, même pas Lausanne. Aujourd'hui, il y a 6 élus sur 7 à l'exécutif de la ville de Lausanne qui sont de gauche. Dans ma commune, il y a 7 élus sur 7 qui sont de gauche. Et puis, on a eu une majorité de gauche au gouvernement vaudois pendant 10 ans, ce que j'aurais même pas osé rêver quand j'ai commencé la politique. Donc, nous, on n'a pas vécu... Vos ennemis, c'est les Verts et pas tellement... Ce n'est pas nos ennemis, on est plutôt alliés, mais je veux dire, l'UDC, par exemple, dans le canton de Vaud, a connu une petite poussée il y a une quinzaine d'années, puis ensuite a régulièrement perdu. C'est le parti qui perd chez nous. Et j'ai une explication. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 15 dernières années, en même temps que l'UDC a perdu? On a justement fait une politique très équilibrée entre une partie de la droite et la gauche pour faire un agenda d'assainissement des finances. On a quand même remboursé 9 milliards Alors, il faut distinguer effectivement l'accession aux pouvoirs cantonaux. Partout où l'UDC est bloqué, parce qu'en principe, c'est Mitterrand, c'est-à-dire qu'il faut être élu par les deux partis. Voilà. Mais sur le plan fédéral, l'UDC reste je finis juste parce que le patron. La petite expérience qu'on a faite dans mon canton, qui fait 800 000 habitants à l'échelle suisse, c'est pas rien. La petite expérience qu'on a faite, c'est qu'on a
remboursé 9 milliards de dettes, on a laissé au gouvernement actuel 5 milliards de fortune, tout en doublant quasiment le budget social, en créant des prestations complémentaires pour famille, une rente-pont pour chômeurs âgés, en doublant les allocations familiales, en investissant dans la santé publique, dans la formation. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Eh bien, on a vu que l'économie se portait bien et que les gens étaient relativement, au fond, satisfaits de la gestion de l'État. Et donc, il y a beaucoup moins de raisons de voter protestataire ou de voter UDC. C'est ça, à mon avis, qui doit nous inspirer sur ce qu'on doit faire pour contenir ces... Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste et les syndicats sont sur un thème qui est élaboré par le Rassemblement national ou l'UDC, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, voire le protectionnisme? Mais chez nous, c'est pas du tout comme ça. L'UDC, par exemple... Dans le programme du Parti socialiste, c'est le premier chose, le pouvoir d'achat. D'accord, ce volet-là est juste, mais l'UDC n'a jamais défendu une politique du pouvoir d'achat. Ce n'est pas là-dessus qu'ils ont progressé. Il y a encore 3 mois, on a dû voter pour savoir si les rentes AVS seraient entièrement indexées au coût de la vie. Ça représentait 10 francs par rentier par mois, par ménage de rentier par mois. Tout le groupe UDC a voté contre. D'ailleurs, on va faire une campagne électorale, on va rappeler ces choses-là. Parce qu'évidemment, souvent, elles sont un peu gommées dans le grand rien. On dit le Parlement a refusé d'indexer les rentes, on ne dit pas qui a refusé. Eh bien, je peux vous dire qu'on va l'expliquer. Et donc, on verra assez vite que sur le moment présent, la question notamment des rentiers AVS qui ont des petites rentes, eh bien, c'est vraiment pas du tout l'UDC qui se profile sur ce thème. Mais jusqu'à quel point vous n'allez pas marcher justement sur les plates-bandes de l'UDC, parce que ça marche aussi, que ça soit en matière de pouvoir d'achat, la fin du mois plutôt avant la fin du monde. D'ailleurs, c'était aussi dans le documentaire de Mise au Point avec le président du PS Vaud qui le disait. Et aussi l'immigration. Vous avez à la tête de l'USS, vous avez fait un virage à 180 degrés. Votre prédécesseur, lui, avait défendu la libre circulation. Vous, aujourd'hui, effectivement, c'est protectionnisme, immigration limitée. C'est intéressant, ce sujet, parce que je reste exactement dans la ligne de mon prédécesseur et de toute la politique de l'Union syndicale depuis 30 ans, sauf qu'on tient la ligne de manière conséquente jusqu'au bout. On a accepté la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. C'est grâce aux syndicats que ça a passé, parce que sinon, jamais ça passait. Mais on a dit une chose, on a dit, OK, on ne protège plus les frontières, on ne regarde plus la couleur des passeports des gens qui viennent pour travailler, mais par contre, on veut que les salaires soient protégés. Donc on a dit, si vous voulez ouvrir le marché du travail, on doit réguler le marché du travail davantage. D'où l'augmentation du nombre de conventions collectives, des contrôles efficaces. On a un peu, disons, je dirais que ce n'est pas du 100%, il y a quand même eu des dégâts, il y a quand même du dumping, il y a quand même des pressions sur un certain nombre de domaines, mais par rapport notamment à de nombreux pays européens, cette stratégie a plutôt bien fonctionné. On n'a pas eu un effondrement de nos salaires, et ce qu'on dit maintenant, c'est que si ça a à peu près bien marché pendant ces 20-30 dernières années, et que maintenant l'Union européenne vient nous dire « OK, vous gardez la libre circulation, par contre, votre dispositif de contrôle, vous l'adaptez aux règles européennes, c'est-à-dire à des règles qui marchent beaucoup moins bien, de l'avis même de tous les syndicats européens qui nous observent, qui nous disent non mais faites pas ça, et là on dit non, on marche pas. Oui. On n'est pas d'accord de jeter la proie pour l'ombre, ça ne veut pas dire qu'on a changé de cap, on continue de dire ok, on peut accepter une libre circulation, mais seulement si on protège bien et encore mieux plus tôt qu'aujourd'hui. Pour conclure cette première partie, Philippe Val, justement le protectionnisme aujourd'hui d'une veine syndicale. Le problème, Pierre-Yves Maillard en Suisse. C'est un problème fondamental, structurel. Je pense qu'un des grands problèmes des partis politiques et peut-être des syndicats aussi, c'est que c'est le mélange des genres. C'est-à-dire que les syndicats doivent s'occuper évidemment de la vie quotidienne, des salaires, de la protection sociale, du coût de l'assurance maladie, etc. Et la politique, c'est autre chose. Les syndicats se mêlent de politique et la politique, les partis politiques, et notamment de gauche, ont repris comme thème majeur des thèmes syndicaux. Ce qui fait que l'extrême droite sociale, par exemple, chez nous, en France, elle a une autre approche. Elle a tendance à labourer sur les mêmes terres que cette gauche sur les questions sociales, et le discours politique, en réalité, qui serait nécessaire aux politiques, ils ne le formulent pas. Et on voit d'ailleurs à quel point c'est dangereux, on le voit en Turquie. On en parlait tout en vitesse avant l'émission. Rapidement, Philippe. Très rapidement. En Turquie, le problème que connaît l'opposition en Turquie, et il va perdre les élections à cause de ça, c'est qu'ils ont cru que les questions économiques et sociales, l'histoire du tremblement de terre, etc., allaient primer.
c'est faire l'impasse sur le fait que le symbolique, le sacré, le religieux, le politique, l'idéologie, ça finit toujours par passer avant, bizarrement. Et donc les politiques ont tort de ne pas faire de politique et peut-être de trop labourer sur les mêmes terres que leurs concurrents syndicaux et d'extrême droite. Ce qu'il faut savoir, c'est... Pardon, pour conclure, il faut que là, on conclue cette première partie. Vous aurez là largement le temps d'en débattre dans la deuxième partie, parce qu'il y a aussi une gauche sur laquelle vous vous retrouvez, c'est la gauche sociétale versus sociale. Ça sera juste après cette pause. Bienvenue dans cette deuxième partie du Point, toujours en compagnie de Pierre-Yves Maillat et de Philippe Wahl. Alors, il y a une chose qui devrait peut-être vous rapprocher, c'est le combat sociétal, ou plutôt le fait que, justement, la cause woke, le combat pour les minorités de genre, sexuelles, ethniques, aujourd'hui, ça a pris une grosse part dans la gauche suisse, française. C'est pas votre tasse de thé, Pierre-Yves Maillat ? Non, alors, je crois pas. Je n'ai jamais dit ça. La seule chose que je dis, c'est que on doit... Vous êtes aligné avec le discours de Tamara Funiciello, justement. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais... disait que tout était la faute du mal blanc. Qu'on marche sur des œufs quand on parle blanc. de ça. Non, mais moi, j'ai une position très constante. Vous n'êtes pas riche, mais vous êtes blanc. Je pense que si disons, commençons par le début, si on articule et qu'on fait vraiment notre travail, que ce soit comme syndicaliste ou comme socialiste, parce que je réfute l'idée qu'il y ait une opposition. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle en Amérique latine une articulation, c'est-à-dire qu'il y a une continuité du mouvement. En Suisse, ce sont les syndicats qui ont créé le Parti socialiste, dans beaucoup de cantons. Pourquoi ? Parce que quand ils étaient assez forts dans des conditions d'exploitation invraisemblables, que ce soit dans le creusement du tunnel du Simplon, dans les verreries, dans les industries, quand il y avait des conditions d'exploitation insupportables et que les ouvriers arrivaient à se mettre ensemble, à faire une petite caisse de secours et à débrayer pour dire on ne peut plus continuer comme ça, souvent ce qui se passait, c'est que l'État chargeait avec la troupe pour casser la grève. Et donc, à force de se faire casser la figure, d'une part avec la dureté du monde patronal de l'époque, et puis l'État qui venait encore au secours, ils se sont dit, mais après tout, il y a une démocratie, faisons une fois une liste électorale, et on pourra peut-être faire de l'État un acteur un peu plus neutre, un peu plus impartial, que de l'avoir toujours en face de nous. C'est de là que sont nées souvent les sections socialistes. Donc, c'est pas les syndicats qui se mettent à faire de la politique tout à coup aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est de l'indépendance. C'est-à-dire que ce n'est pas les syndicats qui financent le parti, ni le parti qui finance le syndicat, et ce n'est pas les uns qui ordonnent dans une sorte de posture comme ça autoritaire. Il doit y avoir une autonomie, une indépendance des deux mondes. Mais il faut, moi je pense qu'on ne peut pas imaginer une gauche qui n'est pas appuyée sur le monde du travail. Et si on fait ça, si on défend vraiment l'aide-soignante, le postier, si on défend le gendarme quand il est exploité, si on défend celui qui travaille dans l'industrie, dans l'artisanat, celles et ceux qui travaillent dans l'enseignement, qui ont des jobs difficiles, et qu'on met ça au cœur de notre action, et qu'on arrive à des résultats, alors toutes les causes de défense, notamment des minorités, seront plus faciles à défendre parce que les gens auront l'existentiel qui est à peu près garanti. Et quand on a l'existentiel, quand on a une perspective, on est aussi beaucoup plus ouvert aux débats qui concernent notamment les minorités. Tandis que si on ne fait pas ce travail de fond et qu'on se concentre uniquement sur la défense des minorités, comme vous dites, mais dans ce cas-là, alors on a des gens qui nous disent « Mais attendez, mais moi, ma priorité, c'est de remplir mon frigo. J'arrive pas à payer mes factures à la fin du mois. Je ne sais pas comment je peux donner une semaine de vacances à mes enfants. Et puis, vous venez me parler de problèmes qui paraissent, par exemple, à côté de cette pression existentielle, peut-être un peu à côté des priorités. C'est ça que j'essaye de dire. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire du social et pas du sociétal. Les injustices qui concernent les femmes, par exemple, sont au cœur du combat de la gauche. Les injustices qui concernent la lutte contre le racisme est au cœur du projet de la gauche. Il ne s'agit pas de les opposer. Il s'agit vraiment de bien les articuler. Vous vous apprêtez à appliquer le siège d'une verte femme. Vous êtes trois hommes à la tête de la liste vaudoise. Nous avons à gauche eu un conseil d'État où il y avait 3 femmes socialistes au gouvernement du canton de Vaud. On a réussi cet exploit, avoir 3 femmes socialistes sur les 3 sièges socialistes. Donc on a vraiment montré que de notre côté, on était vraiment ceux qui arrivaient
à promouvoir les femmes dans les hautes fonctions politiques. Ici, pour le Sénat, le parti a estimé que j'étais celui, enfin le Conseil des États a estimé que j'étais celui qui avait le plus de chances. J'y vais. Mais il ne s'agit pas, au contraire, de considérer que c'est nous qui serions responsables d'avoir uniquement un seul sexe représenté dans les fonctions politiques. Philippe, alors là, c'est à l'analyse que je m'adresse, mais justement pour reconquérir tout l'électorat qui est parti au Rassemblement national ou à l'UDC, effectivement, c'est peut-être pas le bon moyen de lui parler de minorité, et de lui parler de lutte des genres. Je partage beaucoup de choses que vous dites, vraiment. D'abord, premièrement, je ne sais pas si je suis de gauche, précisément. En tous les cas, quand je suis journaliste... On sort de l'ambiguïté qu'a son propre... d'oublier mes passions personnelles pour essayer de faire mon job avec mon droit à l'erreur, enfin bon. Mais vous êtes prudent, vous dites, évidemment, la lutte contre le racisme est au cœur de la gauche, et même d'une partie de la droite, il faut le dire, qui est tout à fait républicaine et tout à fait démocrate. Il faut le reconnaître, parce que ça existe, et ça existe vraiment. Et ensuite, il y a différentes sortes d'antiracisme. Celui qui nous gêne et dont on n'ose pas beaucoup parler, de la même façon, c'est un néo-antiféminisme, un néo-féminisme, pardon, et un néo-antiracisme qui nous gêne parce qu'il n'est pas universaliste et il se réfléchit sur des bases identitaires. Et sur les bases identitaires, nous, notre époque, qui nous sommes beaucoup battus contre le racisme et beaucoup aux côtés des femmes, on est très choqués par cette absence d'enthousiasme universaliste et sur ce repli identitaire. Quand on nous dit antiracisme identitaire, c'est comme si on nous disait on vient d'inventer une eau chaude qui est froide ou une eau froide qui est chaude. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire pour nous. Et occuper le terrain de la gauche avec des inepties pareilles, c'est très préjudiciable à la crédibilisation de la gauche. On l'a vu d'ailleurs à grosse échelle aux États-Unis, où c'est quand même ce wokisme qui, paraît-il, n'existe pas, mais qui quand même existe très fort, tout en n'existant pas, parce qu'on nous dit que c'est... Voilà. C'est ce qui a fait gagner Trump aux élections, c'est ce qui a fait fuir tout un électorat ouvrier, pratiquement, pour reprendre vos termes, qui s'est senti absolument pas représenté par la gauche, qui s'occupait d'un confort identitaire de minorité. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'occuper des minorités, mais le confort identitaire des minorités, on n'en a rien à foutre. Il faut respecter les gens, parce que ce sont des êtres humains, ce sont des citoyens, ils sont nos égaux, point à la ligne. On se bat pour ça. On n'a pas besoin de travailler sur la haine de l'autre parce qu'on a une rancune à assumer. Enfin bref, toutes ces choses qu'on connaît et ces interdits culturels qui entraînent la cancel culture. Comment se fait-il que quelque chose comme la cancel culture puisse être de gauche? C'est impossible de gauche puisque c'est effacer le passé, et une fois de plus, ce passé table rase, c'est effacer un passé qui nous condamne à revivre les tragédies du passé. Si on ne connaît pas notre histoire, c'est Churchill qui disait ça, quand on ne connaît pas notre histoire, on est condamné à la revivre. Donc, il y a quelque chose qui nous choque, et on n'ose pas se battre et se dresser comme il le faudrait contre ça, parce que ça touche à quelque chose de sacré pour nous, qui est l'antiracisme, le féminisme, oui, enfin... les minorités qui doivent... On en revient au travail de terrain parce que l'USS a aussi sorti un rapport, vous le dites, un rapport pour montrer notamment en plus des inégalités entre salaire homme-femme. Il y a des secteurs entiers à dominante féminine qui sont beaucoup moins bien payés. Comment on revient à ce travail de terrain, à cette réelle défense justement des ouvriers ou des travailleurs aujourd'hui? Je ne suis pas du tout compétent pour m'exprimer sur tout ce que vous avez abordé. Je veux poser peut-être deux jalons. Un qui fait que peut-être ça vous a amené à penser que j'étais vraiment comme ça contre la gauche dite sociétale. Pour moi, alors j'aimerais clarifier une chose, c'est que je suis... On l'oppose aujourd'hui, je ne dis pas que vous étiez contre, mais là, on oppose la gauche sociale à la gauche sociétale, et il y a tout un électorat qui n'est pas friand du discours sociétal dans l'électorat social. J'ai dit que pour moi, le combat féministe et le combat antiraciste sont au cœur et n'ont rien de marginal dans le combat de la gauche. Ils doivent être articulés avec le combat social, mais ça pour le poser clairement. Il y a une chose qui est pour moi aussi très claire, c'est par rapport au combat laïque.
je suis pour une gauche claire sur le thème de la laïcité. Bah oui. Là-dessus, je me suis exprimé de manière très claire à plusieurs reprises. Je pense que là aussi, quand on reprend l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement socialiste, toujours ce mouvement de libération du monde ouvrier, ce mouvement de libération des femmes, ce mouvement de libération aussi des personnes d'origine étrangère, a souvent, en tout cas pour le monde ouvrier et les femmes, c'est très clair, ça a été souvent un combat contre les religions dominantes. Évidemment. Et ce n'est pas parce qu'une religion aujourd'hui serait minoritaire qu'il faut s'accommoder avec elle de ce qu'on a combattu pendant un siècle et demi contre les religions majoritaires. Donc là-dessus, je crois que, et je salue aussi le combat que vous menez, j'étais horrifié par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, et je suis Charlie, comme on dit. Donc là-dessus, c'est une chose très claire. Ça ne veut pas encore dire, c'est encore une distinction à faire par rapport à ce qu'on appelle le wokisme, c'est que pour moi, c'est très clair, une gauche digne de ce nom. Elle est sociale, elle est connectée au monde du travail, elle défend les valeurs syndicales, elle est antiraciste, elle est féministe et elle est laïque. Voilà, ça c'est mon C'est panel, l'arc-en-ciel, et c'est pour marcher. Et alors après, sur les questions, le jambes. nouvel antiracisme, le nouveau féminisme, je dois dire, je m'avance avec prudence parce que je ne suis pas un expert. Je reconnais que parfois, quand je lis un certain nombre de choses ou que je vois un certain nombre de positions, parfois je trouve que ça va trop loin, un certain nombre de postures. Ça n'est pas laïque souvent. Ça, c'est l'un des problèmes. Et c'est vrai que cette volonté de... Je comprends dans un sens qu'on nous dise, écoutez, si vous voulez faire de l'antiracisme, il faut aussi que des personnes qui ont subi vraiment du racisme aient leur place autour de la table, s'expriment et que ce ne soit pas toujours par procuration que ce combat se fasse. Là, je dois dire que j'ai une compréhension. C'est la même chose d'ailleurs pour le combat du monde ouvrier, c'est qu'il faut aussi qu'on ait... C'est pas interdit quand on n'est pas ouvrier de défendre la classe ouvrière, mais c'est quand même pas mal que de temps en temps, on ait des gens qui soient issus du monde ouvrier qui s'expriment. De même dans les luttes antiracistes, de même évidemment dans les luttes féministes. C'est pour ça que c'est important que dans les syndicats, dans les partis politiques, des femmes apparaissent, soient vraiment aient des fonctions importantes pour aussi qu'elles entraînent d'autres. Donc ça j'accepte. Mais l'option de dire que, alors, si on va au point où on dit c'est impossible d'être féministe parce qu'on est un homme, que parce qu'on est un homme, on est forcément un oppresseur, là, effectivement, j'ai parfois de la peine. Pourquoi ? Parce que je pense que ce n'est pas vrai pour ce qui me concerne et pour beaucoup d'autres. Et puis surtout aussi parce que je pense que ça affaiblit le combat. Si on ne rassemble pas toutes les forces, disons, de bonne volonté, eh bien, je pense qu'on est moins efficace. Voilà un peu pour faire une synthèse. Un peu Historiquement, si aucun être humain, quelle que soit sa condition, n'avait pas défendu un autre être humain d'une autre condition ou d'une autre origine, jamais aucune lutte n'aurait réussi à avancer ni à être gagnée. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui se sentent êtres humains avant tout et qui peuvent défendre quelqu'un qui est tout à fait d'un autre monde, d'une autre condition. On le voit au XVIe siècle. Déjà, avec Montaigne pose les règles de ça dans son essai sur les cannibales. On vient à peine de découvrir le continent américain et il découvre l'existence des tribus indigènes et il leur donne tous les droits philosophiques et moraux dans son essai sur les cannibales. Et Montaigne était un notable, noble de la région du sud-ouest de la France. Il n'avait pas le droit de parler des Indiens aujourd'hui à New York. Et vous voyez, grâce à cet essai sur les cannibales, Lévi-Strauss a eu la vocation de sa vocation d'anthropologue, et on ne peut pas dire que Lévi-Strauss n'ait pas contribué à l'égalité de la considération et des droits des cultures différentes. Vous voyez, donc on a cette histoire d'exclusivité, de défense des droits à ceux qui sont pas bénéficiaires de ces droits, est une ineptie politique, philosophique, morale et historique. Mais à part ça, ça continue à avoir de l'influence dans les universités et les grandes marques commerciales, parfois, ont même peur du jugement et changent leur publicité à cause d'inepties pareilles. Vous en revenez effectivement à la distinction de lutte des classes aujourd'hui. J'aimerais savoir justement, qu'est-ce que vous mettez dans la catégorie de la classe ouvrière en Suisse notamment ? Et en France, où il n'y a plus d'industrie. J'ai essayé, justement, dans ce petit livre, d'essayer de me réapproprier ce mot. Parce que, en fait, on a tellement entendu que la classe ouvrière aurait disparu. Quand on fait disparaître un mot ou un concept, par hasard, ça fait un effet sur, justement, la réalité du combat politique.
les mots justes, c'est quand même indispensable dans le combat politique. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Parce que si ce mot-là a disparu, par quoi on le remplace? Alors on disait couche populaire. Bon. Mais je trouve qu'on perd quelque chose quand on abandonne le mot ouvrier. Notamment, c'est la question d'une forme de fierté et d'une forme de savoir-faire. Un ouvrier a un savoir-faire, que ce soit accrédité par une formation professionnelle, mais aussi quand on a travaillé toute sa vie dans un métier, on sait faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et c'est assez évident, dès qu'on doit aller faire réparer sa voiture ou on doit demander à quelqu'un de venir réparer quelque chose chez soi, on voit assez vite que la personne qui vient, elle sait faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Donc il y a un savoir-faire d'une part, il y a un travail, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et puis l'autre caractéristique, c'est que leur travail et leur savoir-faire ne permet pas, dans beaucoup de cas, une accumulation de capital. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans une situation de travail où, au fond, une fois qu'ils ont payé les charges, eh ben, ils arrivent à vivre à peu près, parfois même pas, et puis il n'y a pas d'accumulation possible, donc il n'y a pas de sécurité matérielle qui vient par l'accumulation de richesses. Et les employés de Crédit Suisse, par exemple, ce qu'on voit, c'est que si on met ces deux définitions-là, un savoir-faire, du travail, et puis pas d'accumulation ou peu d'accumulation, eh ben, il y a beaucoup de gens qui correspondent à cette définition. Une aide-soignante, une vendeuse, un chauffeur, un ouvrier du bâtiment, une institutrice, un gendarme, un gardien de prison. Et donc, à la fin, on se dit, en fait, cette classe ouvrière, elle existe encore. Elle est même souvent, dans bien des situations, dans bien des régions, majoritaire. Ou en tout cas, c'est une force politique. Et si elle comprend qu'elle a des intérêts communs, eh ben peut-être que politiquement, elle va commencer à être plus forte et plus importante dans la défense de ses intérêts. C'est ce que je crois qu'on doit essayer de faire, c'est de retrouver et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, la lutte des classes, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, la défense des couches sociales, c'est que justement, ça dépasse toute une série de divisions, par exemple entre Suisses et étrangers, entre Français et étrangers, toute une série de divisions entre jeunes et vieux. On se retrouve avec des intérêts communs. On a du commun ensemble qu'on peut défendre, hommes et femmes évidemment. On a du commun qu'on peut défendre ensemble. Et tout à coup, on se rend compte qu'on est fort. Donc, et si on est une grille marxiste. Et si on est fort, on peut commencer à gagner des votations, gagner des avancées, que ce soit politiquement ou syndicalement. Donc on a une catégorie de classe. Je pense que vous soulevez un problème passionnant et complexe, parce que vous avez commencé par expliquer que ces gens ont un savoir-faire. Et ce savoir-faire donne du sens à leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, et je pense que c'est quelque chose à quoi il faudrait réfléchir avec les syndicats patronaux, et peut-être qu'ils sont prêts à le faire parce qu'ils y ont tout intérêt, à redonner une noblesse au travail bien fait, à des connaissances qui ne sont pas partagées par tout le monde et qui sont merveilleusement accomplies par des gens, qui soient instituteurs, qui soient artisans ou des travails d'artisanat ou des travails de manufacture, qu'importe, mais ce travail, ce sens de travail dont on aime l'accomplissement a profondément disparu. Disons que cette philosophie du travail qui correspond à un accomplissement de la vie, c'est quelque chose qui n'est plus si courant que ça, qu'il faudrait peut-être réinventer avec la formation professionnelle, avec peut-être un autre enseignement à l'école, pour que les gens comprennent. Laurent Berger, justement, qui vient de sortir un livre, Laurent Berger, l'ancien président de la CFDT, justement accuse la gauche classique de l'avoir précisément coupé les travailleurs. Je ne crois pas que ça soit la gauche classique, c'est eux, parce que justement cette gauche-là, elle était trop bobo, elle était complètement déconnectée du monde des travailleurs, elle n'a pas assez valorisé le travail. Je ne suis pas anti-libéral, parce que je pense que la social-démocratie est une pensée libérale, au sens notamment sociétal précisément, et politique, ce qui est très important. Mais la vague, effectivement, Reagan, Thatcher, etc., a désincarné un peu le travail, et beaucoup même. Le fait qu'il y ait beaucoup de chômage aussi a rendu la question du travail tellement urgente qu'on a pris n'importe quel boulot pour gagner sa vie en vitesse, même si le travail ne correspond pas à nos goûts, à nos souhaits, etc. Et qu'on devrait aujourd'hui, si
quelqu'un qui aime son travail et qui le fait bien, enfin, qui sent que ça a du sens, il sait à quoi il participe dans la société, il sait ce qu'il apporte. Je pense que politiquement, il est forcément plus fort. Je pense que quand on ne connaît pas le sens de son travail, ou qu'on n'y tient pas tant que ça, et qu'on le fait juste par nécessité, on n'est pas une force politique. On a du mal à être une force politique, parce que cette culture-là, elle va avec la culture politique. Je pense que ça se construit en même temps. Il y a quand même une dérive du management, comme on dit. Je suis d'accord avec de ça. ces 20 dernières années qui, justement, a tellement... Oui. Il y a à la fois la concurrence de tous contre tous, qui forcément finit par éroder le temps qu'il faut, le savoir-faire qu'il faut, parce que tout se vaut, hein, c'est le prix qui compte, c'est plus forcément la qualité. Et puis la deuxième chose, c'est cette espèce de montée en puissance d'une couche de management avec toute une série de métiers qui se sont développés ces derniers temps, qui malheureusement ont eu pour effet de dévaloriser. On parlait de compétences et plus de savoir, on parlait de savoir-être et plus de savoir-faire, toute une série de choses qui peut-être partaient d'un bon sentiment, mais qui ont eu pour effet qu'effectivement beaucoup de gens se sentent dépossédés de leur savoir-faire. Mais quelle est la responsabilité de la gauche, dirigeante, en Suisse elle n'est pas dirigeante du tout, mais de la gauche, parce que justement, alors en France on voit le crédit du PS à peu près absent, et versus celui des syndicats, mais en Suisse aussi, hein, c'est quelque chose qui effectivement a été aussi beaucoup pointé du doigt, c'est la boboisation, c'est la déconnexion d'une certaine partie des dirigeants de la gauche versus la population. Oui, ce qui s'est passé évidemment, et j'en suis l'exemple vivant, ce qui s'est passé, c'est la démocratisation de l'accès aux études. Ma génération, contrairement aux générations qui m'ont précédé, celles de mes parents, de mes grands-parents, puis sans compter ensuite les générations précédentes, n'ont jamais eu accès à plus que l'école obligatoire. Donc je suis le premier dans l'histoire de ma famille qui a accès aux études. Et c'est le cas, évidemment, de beaucoup de gens de ma génération et des générations qui ont suivi. L'accès aux études plus longues est important. Et cette accession aux études plus longues, c'est vu aussi par rapport au personnel politique de la gauche. C'est-à-dire qu'on a eu, notamment des enfants de la classe ouvrière, comme moi, qui se sont dit je veux rendre à ma classe sociale, à ma couche sociale, ce que j'ai reçu de la société. Je veux m'assurer que d'autres aussi aient les mêmes chances. Donc on s'est investi en politique. Et puis on avait les outils pour le faire aussi. Nos parents d'ailleurs nous encourageaient. Ils disaient, toi tu sais parler, toi tu as appris, tu as lu des livres, vas-y, lance-toi. Donc on s'est retrouvés comme ça, avec le vent dans le dos pour se lancer en politique. Et c'est ce que j'essaye de dire depuis une dizaine d'années. Attention, même les secondos de la classe ouvrière, on doit faire attention maintenant quand même de laisser de la place aux ouvriers eux-mêmes et de former, notamment par l'action syndicale, des gens qui sont actifs dans le monde du travail et qui parlent en politique. Je ne dis pas que, encore une fois, ça ne doit pas être le seul, mais on doit retrouver ça pour incarner, comme on a fait avec l'apparition des femmes ces 20-30 dernières années. Les femmes n'ont jamais été une minorité. Socialement, elles étaient aussi nombreuses que les hommes, mais elles étaient une minorité politique. Pourquoi ? Parce qu'elles n'existaient pas dans le champ politique. Il a fallu qu'on ait des politiques volontaristes pour qu'aujourd'hui, on ait vraiment une forme d'équilibre qui commence à se faire. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement des paroles. Dans ma liste électorale dans laquelle je suis avec le Parti socialiste vaudois, nous avons par exemple un élu communal qui s'appelle Naïm Smakici, qui hier soir, je suis allé faire campagne avec lui, il s'est élevé à 5h du matin pour aller faire un travail de logisticien dans le centre de logistique du CHUV. On a essayé de promouvoir au moins cette candidature. On a aussi une infirmière sur cette liste. Il nous reste assez peu de temps, mais pour conclure, on va être sur... Je vous rends la parole aussi, mais une des raisons aussi qui fait, je l'ai cité en introduction, c'est le charisme. Grand défaut à beaucoup de partis aujourd'hui, c'est le personnel politique versus, pour les gens qui nous suivent depuis une cinquantaine de minutes, on voit effectivement à quel point vous êtes une personnalité charismatique du monde de la politique. Laurent Berger aussi en est une aujourd'hui. On le regarde, d'ailleurs son look, petit clin d'œil, son look, on le voit là en photo, son look SM. Alors vous avez toujours été habillé pareil, mais c'est vrai qu'il y a un petit look aussi Laurent Berger. Il y a presque un trend aujourd'hui, petit clin d'œil aussi à la dernière campagne qu'on a vue à Genève, un certain Pierre Maudet qui
est revenu et vient d'être élu. Influence volontaire ou pas, mais c'est vrai que le charisme de Laurent Berger et de ce courant, de ce discours aujourd'hui, comme le vôtre aussi, c'est tout à fait manifeste. Petite perspective, Laurent Berger, un futur Mitterrand qui est en train de donner des ailes à la gauche française. Je ne pense pas. Je pense qu'il en a peut-être l'idée, mais il n'en a pas vraiment envie. Parce que nous ne sommes plus à l'époque de Mitterrand, où quand on était président de la République, on était quand même respecté. Il y avait, même s'il avait fait l'objet de beaucoup d'attaques, Mitterrand, et parfois mérité, mais il y a un respect de la personne. Aujourd'hui, les hommes politiques, les gens qui sont très intelligents, ne veulent plus faire ce genre de métier, président de la République. On l'a vu encore avec l'agression contre le petit-neveu, c'est-à-dire on s'intéresse à la famille de la famille du président. Vous croyez que Laurent Berger veut vraiment définitivement je pense qu'il pense que c'est un métier trop difficile et qu'il n'a pas envie de gâcher ce qui lui reste de sa vie en faisant campagne, en devenant président de la République, parce que c'est un pilori où on se fait insulter, on se fait fouiller la vie privée, on se fait agresser, on ne peut plus sortir dans la rue. C'est devenu impossible d'avoir un métier public et d'exercer une quelconque responsabilité politique ou même parfois patronale. Alors, il nous reste très très peu de temps. Un mot, à la fin de l'année, Alain Berset, votre grand concurrent va partir, ou pas, hein, mais s'il partait, qui pour le remplacer ? Je ne sais pas moi, en tout cas, parce que pour plein de raisons, mais que j'ai déjà expliquées. Je me suis battu pour qu'on ait Elisabeth Baumschneider qui rentre au Conseil fédéral, une femme socialiste romande, donc il n'y a pas de... Ce sera a priori un Suisse alémanique. Ce sera probablement un Suisse alémanique, donc j'ai vraiment tout fait pour qu'elle soit élue, et notamment c'était pas la principale motivation, mais ça me permettait justement d'évacuer pour toujours cette question et pouvoir me concentrer sur mes fonctions. Par rapport à la question du charisme, je voulais juste terminer ce que je disais avant. C'est évidemment des qualités personnelles, mais c'est encore une fois une incarnation par rapport à des parcours de vie. Et on doit retrouver à gauche, mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut investir du temps, il faut accompagner des figures justement qui incarnent le monde du travail. C'est ce que je voulais dire avant, et qu'on essaye de mettre en pratique après une phase où on a vraiment accueilli, à juste titre, au fond, beaucoup de gens qui ont fait des parcours d'études plus longues. Et puis enfin, un mot sur la France. Je trouve qu'il n'y a pas d'excuse à la violence. La violence est toujours au profit au fond, c'est jamais à l'avantage de la gauche. Jamais aucune... surtout, évidemment, quand on est dans un cadre... C'est même pas l'avantage du collectif. Quand on subit une dictature, c'est évidemment une toute autre chose. Mais dans un espace démocratique, il faut agir avec les outils démocratiques. Ça, et je suis choqué de voir les actes de violence qui sont là. Et puis, j'ajoute que si les espaces démocratiques, au fond, sont devenus des lieux de violence, il faut aussi s'interroger sur le fait que ces espaces démocratiques doivent donner de l'espoir aux gens. Les gens qui sont dans ces démocraties doivent retrouver l'espoir que leurs enfants vivent au moins aussi bien, si ce n'est mieux qu'eux. Si on n'arrive pas à faire ça, et ça passe par un compromis avec les forces du travail et le retour à des politiques plus redistributives, si on ne fait pas ça, effectivement, nos démocraties vont devenir de plus en plus pénibles à vivre, pas seulement pour les dirigeants, aussi pour les gens. Et malheureusement, ce qu'on a connu avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la tentation des extrêmes, risque de remonter. C'est aussi l'une des conclusions à laquelle on doit tirer quand on voit cette montée des violences. Ça sera le mot de conclusion, effectivement. Et c'est d'ailleurs la tempérance aussi, une certaine tempérance et maîtrise de cette violence-là qui est saluée chez Laurent Berger, chez des figures aussi comme vous, bien sûr. En plus, effectivement, du charisme. On comprend d'ailleurs pourquoi les syndicats se portent bien, y compris chez nous. Et le point sur les syndicats, sont-ils l'avenir de la gauche en France, mais aussi en Suisse? C'est fini pour cette semaine. Merci infiniment à vous deux d'avoir été avec nous. Mercredi prochain, on va prendre cap sur le sujet du moment, l'intelligence artificielle, ses applications et surtout sa possible supériorité sur l'intelligence humaine, kubrickien à souhait. Et nous recevrons pour en parler le philosophe et scientifique Étienne Klein, notamment dans Le Point. Ce sera mercredi prochain. On vous souhaite en attendant une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.